Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de Luchan. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo complètement au pif. Ouais, en effet, aujourd'hui, on va parler des parfums. Un jardin, c'est beau quand il y a des feuillages, quand il y a des floraisons, quand il y a différentes formes. Mais un jardin sans parfum, pour moi, il y a quelque chose qui manque. Franchement, c'est super sympa quand on fait le tour du jardin, on peut admirer nos fleurs, nos massifs, nos arbustes, mais quand en plus on est accompagné par le parfum au fur et à mesure de la balade, moi franchement, je trouve que c'est top. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter 8 arbustes parfumés. Je vous en ai choisi 2 par saison, 2 pour l'hiver, 2 pour le printemps, 2 pour l'été, 2 pour l'automne. Ça vous fera une petite base de départ. Alors bien sûr, j'aurai sûrement en commentaire d'autres propositions qui seront super intéressantes également. Je devais faire un choix pour ne pas faire une vidéo qui dure 4 heures. Voilà, donc je vous présentais quelques arbustes qui sont réputés pour sentir très très bon et que vous pourrez éventuellement installer chez vous. C'est parti avec le tout premier. Et alors ce tout premier, un petit indice, il est derrière moi, dans le massif qui est derrière. Donc j'ai choisi ce massif aujourd'hui pour faire cette vidéo parce que justement derrière il y a un des arbustes parfumés dont je vais parler. Je voulais chercher un petit peu, est-ce que vous arrivez à deviner duquel il s'agit? Allez, je suis sympa, pour vous aider, je vais vous donner un de ses noms. On l'appelle le jasmin des poètes. Non, toujours pas? Philadelphus coronarius. Ouais, le nom latin, ça aide pas toujours non plus. Alors si je vous parle de seringa, là peut-être que ça commence à faire tilt et que c'est un arbuste que vous connaissez ou dont vous avez déjà entendu parler. Donc ce seringa, il est là, juste au-dessus de moi, là-bas derrière le miscanthus à feuillage presque blanc. Personnellement, il me semble que c'est un arbuste que devraient accueillir tous les jardins qui veulent du parfum, parce que c'est vraiment un arbuste super facile et qui sent divinement bon. Le seringa, c'est un arbuste qui va croître moyennement rapidement. Et alors là, on va avoir différentes variétés. Vous avez des petites variétés, des variétés naines qui vont faire à peu près 1,20 m, qui vont particulièrement bien aller en culture en pot pour mettre sur une terrasse ou sur un balcon. Et puis on a des variétés plus grandes, comme celle qui est derrière moi, qui peuvent monter à 4 voire 5 mètres. L'exemplaire qui est ici, je ne connais pas sa variété, je ne me souviens plus, je n'avais pas noté à l'époque. Ça fait une dizaine d'années qu'il est planté au jardin, il mesure à peu près 5 mètres on va dire, donc il a déjà pris une belle ampleur. La floraison elle a lieu en mai, ce sont des fleurs blanches qui sont particulièrement odorantes, souvent avec les étamines jaunes. Il existe des variétés à fleurs simples, à fleurs semi-doubles ou à fleurs doubles. On dit souvent que les variétés à fleurs simples sont plus parfumées, alors celui-là c'est une variété à fleurs simples, il est très parfumé en effet. Le feuillage il est vert banal, mais il peut en automne prendre de belles teintes dorées, c'est déjà arrivé que celui-là prenne de très très belles teintes d'or à la fin de saison. C'est un arbuste super résistant, moins 20, moins 25 degrés sans problème. Il accepte tous les types de sols, même pauvre, même calcaire. L'essentiel c'est que ce ne soit pas gorgé d'eau en hiver. Vous l'installez au soleil ou à la mi-ombre, sachant qu'en plus il est résistant à la sécheresse et puis qu'il va accepter la concurrence racinaire. Donc si vous avez des arbustes ou des arbres à côté, ça ne va pas lui poser de problème. Concernant la taille, moi j'y ai jamais touché, voilà, j'ai jamais taillé, je l'ai laissé grandir, déjà qu'il grandit pas très vite, si en plus on s'amuse à le tailler, alors on peut éventuellement le tailler pour le garder un petit peu plus compact, mais moi je l'ai laissé pousser librement, donc là il fait à peu près, ouais, je vous dis 4 mètres de large, sur pas loin de 4 mètres de haut, pardon, sur 3 de large, donc ça fait un beau volume, et en ce moment en fleurs, je vous assure que c'est une vraie merveille. C'est un arbuste qui est idéal pour les débutants, qui est vraiment sans souci, n'hésitez vraiment pas à le planter, sachant qu'il existe aussi des variétés au feuillage panaché ou au feuillage doré. Le deuxième arbuste parfumé que je voulais vous présenter pour le printemps, c'est un groseillier. Et ouais, un groseillier, c'est pas seulement des petits fruits rouges, roses là que vous pouvez déguster, il y a aussi des variétés qui sont des variétés parfumées, dont celle dont je vais vous parler. Il s'agit en effet de Ribes odoratum, qu'on appelle parfois le groseillier odorant ou le groseillier doré. Il s'agit d'un arbuste buissonnant qui va avoir un port arrondi et qui va faire à peu près 2 mètres en tous sens. Comme pour le seringa, son feuillage est caduc, il est vert, assez banal en saison. Par contre, il est plus fidèle au niveau des couleurs d'automne, où là, il va se teinter de pourpre, d'orangé, de jaune. Donc ça lui donne vraiment un intérêt supplémentaire en arrière-saison qui est très sympa. Le groseillier odorant, il fleurit plus tôt que le seringa. Ici, il a fini sa floraison, il fleurit en général en début de printemps, mars-avril, peut-être un peu décalé en fonction de votre région. Sa floraison, ce sont des petites trompettes jaunes avec un petit peu d'orangé et qui sentent également, bien sûr, très bon puisque c'est le thème de la vidéo. Une fois la floraison terminée, il va faire des petits fruits noirs qui sont comestibles, alors qui n'ont pas un goût exceptionnel. Au niveau gustatif, vous ne le cultivez pas comme d'autres groseilliers pour la consommation. Vous pouvez le planter dans tout sol ordinaire, plutôt frais, plutôt riche, même calcaire, ça ne lui pose pas de soucis. Drainer, bien entendu, ça c'est quand même souvent une règle de base pour conserver vos plantes sur le long terme. Vous pouvez le passer en plein soleil, à la mi-ombre, éventuellement à l'ombre également, j'en ai un qui est à l'ombre. Alors il fleurit toujours un petit peu moins à l'ombre, mais c'est possible.
Lui aussi est bien rustique, jusqu'à moins 25 degrés, et au niveau de la taille, elle n'est pas indispensable, on peut en effet raccourcir un petit peu les rameaux pour le densifier. Moi c'est pareil, j'y touche pas beaucoup, et il s'en porte pas plus mal. On change de saison et on est maintenant en été avec un arbuste qui est très connu, qui est très commun, qui pousse très vite mais qui n'en est pas moins sympa, c'est l'arbre à papillons, le Buddleia davidi. Il a un port plutôt élégant, il va commencer à monter de façon, avoir un port un peu érigé, puis après il va s'ouvrir légèrement, un peu un port en fontaine. Son feuillage il est semi-persistant à caduc, il est plus ou moins vert, grisé ou argenté, donc il peut être vraiment très sympa, rien que le feuillage peut être plutôt sympa. On l'appelle le lilas d'été parce que sa floraison ressemble en effet un petit peu à celle du lilas, c'est-à-dire que ça fait des grappes un peu coniques. Là on va avoir pas mal de couleurs différentes, on va avoir du blanc, on va avoir du rosé, on va avoir du bleu, du violet, on a même parfois des fleurs qui sont un petit peu bicolores et qui sentent très bon puisqu'elles sont parfumées, elles sentent le miel. Il va accepter tous les sols drainés, même secs, même pauvres, même calcaires. On le voit souvent s'installer, c'est ce qu'on appelle un arbuste pionnier parce qu'il va souvent s'installer dans les friches, dans les endroits un petit peu abandonnés. Alors l'espèce type qui va avoir tendance à se ressemer, d'ailleurs on dit parfois qu'il peut être envahissant, mais sachez qu'aujourd'hui il existe pas mal de variétés qui sont des variétés stériles qui ne vont donc pas se ressemer. Et dans tous les cas, moi je vous conseille de couper les fleurs après la floraison, tout simplement parce que ça va inciter l'arbuste à refaire des pousses latérales avec des nouvelles fleurs. Donc il va fleurir une première fois en début d'été et une seconde fois plutôt au milieu ou en fin d'été. Il est réputé avoir une durée de vie assez brève, de l'ordre de 10 ans, mais il se multiplie très facilement. Moi je vais bouturer ceux qui sont dans le jardin, tout simplement en mettant des tiges dans l'eau. Donc il n'y a aucun souci pour en avoir de nouveaux à mettre dans votre jardin. Placez-le en plein soleil, c'est là qu'il fleurira le mieux. Pour la rusticité, moins 20 degrés sans problème, il résiste à la chaleur, à la sécheresse et à la pollution, donc c'est vraiment un arbuste aussi très facile. Alors en plus de son côté un peu invasif dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un autre débat qui a fait rage sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps concernant l'intérêt de sa floraison pour les papillons, puisqu'on appelle l'arbre à papillons. Il y a en effet beaucoup de papillons qui viennent butiner dessus. Voilà, et on dit que ces fleurs elles ne sont pas nutritives, qu'elles ont tendance à saouler un petit peu les papillons et que finalement c'est contre-productif. Alors bien sûr si vous n'avez un jardin qu'avec des Buddleia, non, ça ne fonctionnera pas. Le but c'est d'avoir assez de diversité pour que les insectes et les papillons en particulier puissent se nourrir de votre Buddleia, mais aussi d'autres fleurs qui seraient présentes dans votre jardin. L'entretien est hyper facile. À la fin de l'hiver, au début du printemps, vous allez couper toutes les branches à 30-50 cm du sol. N'hésitez pas à vraiment le tailler court. Il va repartir à faire des nouvelles branches florifères. Et comme je vous le précisais un petit peu plus tôt, une fois la première floraison passée, vous coupez les fleurs pour l'inciter à remonter, c'est-à-dire à refleurir un petit peu plus tard en saison. Le deuxième arbuste pour l'été est un peu moins connu, il est un peu moins répandu dans les jardins, plus confidentiel. On l'appelle le Styrax du Japon, Styrax japonica. C'est un arbuste élégant qui va monter à peu près à 3-4 mètres. Il a un port étalé avec des branches portées plutôt à l'horizontale. Son feuillage est caduc, vert, et en automne il prend des belles teintes orangées, jaune à orangé. Il va fleurir de la fin du printemps au début d'été en faisant plein de petites clochettes retombantes et parfumées. En général ces clochettes elles sont plutôt blanches, mais il existe aussi des variétés à fleurs roses. Il est rustique jusqu'à moins 15 degrés, voire un petit peu plus. Lui a préféré un sol frais, riche en matière organique, toujours bien sûr drainé et pas trop calcaire. Côté exposition, préférez la mi-ombre ou le soleil non brûlant. Il va en gros accepter tous les climats, sauf ceux qui sont très chauds et très secs. Et puis il vaut mieux un petit peu l'abriter des vents froids qui peuvent abîmer un petit peu la floraison. C'est un arbuste qui se prête également à la culture en pot pour les terrasses et les balcons. Et concernant la taille, vous allez l'effectuer à la fin de l'hiver, de façon à éliminer le bois mort ou à rééquilibrer un petit peu la silhouette. On passe à ma saison favorite, l'automne, que j'aime particulièrement pour ses couleurs, mais qu'on peut aussi agrémenter avec des parfums. Le premier arbuste que je vous propose pour le parfum, je vous en ai déjà parlé, il s'agit du chalef, c'est un arbuste à feuillage persistant, et l'Elaeagnus ebingei. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo si vous voulez regarder un petit peu plus la vidéo que j'avais faite sur les arbustes à feuillage persistant. Il a une croissance rapide, il va monter facilement à 2-3 mètres, d'ailleurs on l'utilise très souvent pour constituer des haies opaques et persistantes. Son feuillage il est gris argenté au printemps, puis il va devenir vert, sachant qu'il y a des variétés qui sont panachées de jaune ou de crème. Et donc il fleurit à l'automne. Alors ce sont des toutes petites fleurs tubulaires, blanc crème jaune, qu'on voit quasiment pas, qui sont dissimulées dans le feuillage, mais qui sont aussi parfumées qu'elles sont petites. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément les remarquer, mais vous allez forcément les sentir quand on passe à côté d'un arbuste, d'un chalef. On ne peut pas louper l'odeur et ça sent vraiment super bon.
On installe le chalève dans tout sol ordinaire, même sec, même calcaire, même salé, puisque c'est un arbuste qui va supporter les embruns sans aucun problème. Il est rustique jusqu'à environ moins 15 degrés. Et puis alors lui par contre il va nécessiter une taille un petit peu plus régulière, en particulier si vous voulez le maintenir en haie, parce que je vous l'ai dit c'est un arbuste à croissance rapide, donc il peut faire des pousses très longues dans l'année. Alors si après il est dans un coin du jardin, dans une haie libre par exemple, ou dans un massif d'arbustes, vous pouvez le laisser prendre un port un petit peu plus naturel, ça lui va très bien également. Si le chalef vous donne des boutons, vous pouvez toujours vous orienter vers le clérodendron. Alors le clérodendron, on l'appelle également, il y a plein de moucherons, on l'appelle également l'arbre de la chance, l'arbre du clergé ou l'arbre turquoise. Donc plusieurs noms pour un même arbre. Donc on fait attention quand on achète un arbuste, quand on cherche un arbuste, à regarder, à vérifier son nom latin, clérodendron. Et on a en gros deux espèces qui sont cultivées dans le jardin, le clérodendron bungei et le clérodendron trichotomum. Le bungei, il est un petit peu plus buissonnant, il va être un peu moins haut, il va monter à peu près 1,50 m, 2 m, et il va avoir tendance à rejeter, c'est-à-dire à faire des pousses qui vont ressortir un petit peu à distance de l'arbuste. Le trichotomum, il rajeunit moins, il va être un petit peu plus grand, il peut monter à 3, 4, 5, voire 6 mètres en fonction de la taille que vous opérez sur lui. Le feuillage il est caduc, il est vert, vert foncé, vert brillant, et on a également des variétés panachées. Pour le bungei, c'est la variété Pink Diamond. Et pour le trichotomum, c'est la variété Variegatum. Alors on parlait d'arbustes parfumés, là il y a un petit piège avec le clérodendron, c'est qu'on a une floraison parfumée, mais on a un feuillage qui a une odeur très particulière et que certains n'aiment pas, qui va osciller entre le parfum de la cacahuète et l'odeur du caoutchouc brûlé. Donc je sais, c'est pas super glamour, mais vous n'êtes pas non plus obligé d'aller froisser le feuillage pour le sentir, vous pouvez vous contenter de sa floraison. Et la floraison, elle, est en revanche donc très parfumée, elle intervient entre la fin de l'été et l'automne. Ce sont des boules roses, donc qui ont un parfum puissant, et qui sont suivis de baies qui vont être alors plus ou moins bleues, voire bleu turquoise. Et chez l'espèce trichotomum, ces petites perles, en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre turquoise, ces petites perles, elles sont insérées dans des calices roses qui le rendent aussi décoratif pour sa fructification. Le clérodendron, c'est un arbuste à croissance moyennement rapide à rapide, qui va résister à des températures de l'ordre de moins 15, moins 12, moins 15 degrés. Sachant que le clérodendron bungei, il peut disparaître quand il fait très froid, donc toutes les parties aériennes peuvent disparaître, mais il repartira du pied à la saison suivante. De toute façon, n'oublie pas, hein, de façon générale, on met un paillis en hiver sur les arbustes, au pied des arbustes, de façon à protéger justement les racines du froid. Vous le taillerez en fin d'hiver pour nettoyer, éliminer le bois mort, ou alors sur le trichotomum, si vous voulez le tailler de façon à ce qu'il fasse un arbre sur un tronc unique, ben vous dégagerez le tronc justement de façon à scier à la cidoite d'un petit arbre. Si vous pensez que l'hiver est une saison triste, j'espère franchement vous faire changer d'avis. Alors déjà, j'avais fait une vidéo sur des végétaux, des plantes qui étaient intéressantes en hiver. Soit parce que le feuillage était persistant et décoratif, soit parce qu'on avait des bois colorés décoratifs de toute beauté. On avait aussi les graminées qui, même si elles étaient sèches, gardaient une belle présence en hiver. Et puis on a également des floraisons en hiver. Et certaines de ces floraisons sont très parfumées. C'est par exemple le cas de la floraison du Daphné odorat. Alors lui c'est mon chouchou, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent savent qu'il fait partie de mes chouchous, je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai également le lien dans la description si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cet arbuste. Alors le Daphné odorat, vous avez différentes variétés qui ont un feuillage vert ou plus ou moins panaché. Moi celui que j'ai à la maison c'est le Daphné odorat Mariani Roquebrette qui est très largement panaché de jaune, donc c'est un feuillage vert lustré, assez épais, avec une bordure jaune mais très marquée, ce qui fait qu'il est hyper lumineux. Les daphnés, ce sont des arbustes persistants, donc c'est intéressant parce que comme ça, ils gardent une belle présence en hiver. Daphné odorat Mariani Roquebrette, donc c'est un daphné qui va monter à peu près à 1,20 m, 1,30 m de haut, un peu plus de large, ça va aller jusqu'à 1,50 m, donc ça a une forme en dôme aplati qui est assez gracieuse. Et puis alors cette floraison, une floraison qui peut démarrer, qui ici démarre des fois fin janvier et qui dure jusqu'en février. Alors ça dépend toujours du climat, hein, s'il est plus ou moins froid l'hiver. Ça commence avec des petits boutons roses qui ensuite s'épanouissent en petites trompettes, un petit bouquet de trompettes blanc rosé. Et le parfum, c'est juste une tuerie, je vous assure. Pareil, on peut le sentir, moi je le sens à plusieurs mètres à la ronde quand je rentre dans la maison. C'est un vrai bonheur, c'est un vrai délice. Lui, vous allez le planter dans un sol neutre ou acide, vous allez éviter le calcaire, un sol qui est plutôt humifère, donc riche en matière organique, qui est plutôt frais et drainé, mais qui est surtout pas gorgé d'eau en hiver.
D'ailleurs, il résiste plutôt bien à la sécheresse estivale. Ici, j'en ai un qui est installé depuis une dizaine d'années, qui est au pied d'un arbre, qui pompe beaucoup d'humidité. Il n'y a jamais eu de souci, j'ai quasiment jamais besoin de l'arroser. Et ça fait une bonne dizaine d'années qu'il est installé, il est magnifique. Pour l'exposition, préférez l'ombre ou la mi-ombre. Alors plus vous êtes en climat chaud, plus vous devez le protéger des rayons brûlants du soleil. Donc la mi-ombre, c'est franchement bien, un peu de lumière le matin ou un peu de lumière l'après-midi. Et il résiste à peu près à moins 10, moins 12 degrés. En revanche, sa croissance est lente, donc ne vous attendez pas à avoir un truc super en l'espace de 2-3 ans. Il faut lui laisser le temps de s'installer, de pousser, mais après c'est franchement un bonheur pour les yeux et un bonheur pour le nez. Dernier avantage du Daphné, c'est que vous n'avez pas besoin de le tailler, vous n'y touchez jamais, vous le laissez pousser, vivre sa vie et basta. Le second arbuste pour l'hiver et le dernier de cette sélection d'arbustes à parfum, il a un nom un peu particulier, un peu curieux, il s'appelle le Sarcococa. Alors non, ça n'a rien à voir ni avec un homme politique, ni avec un soda célèbre. Le Sarcococa, c'est un genre d'arbuste qui va se décliner en plusieurs espèces. On a le Sarcococa confusa, Hookeriana, humilis, russifolia, donc il y en a pas mal, qui globalement se ressemblent pas mal, à quelques exceptions près. Le feuillage est persistant, un peu allongé, il est vert, il est lustré. Selon l'espèce que vous allez choisir, ça va être un petit arbuste de 60-70 cm jusqu'à peu près 2 mètres. Ce qui veut dire que vous allez forcément trouver un qui va correspondre à la taille de votre jardin, ou vous allez pouvoir cultiver éventuellement dans un pot. La floraison elle intervient donc en hiver, un tout petit peu après, ici un tout petit peu après le Daphné. Alors ça fait des toutes petites fleurs blanches, légèrement teintées de rosé, tout le long des branches. Et cette floraison elle est bien sûr également très parfumée. Les fleurs donc elles apparaissent au plein cœur de l'hiver, entre décembre et mars, et ça va durer, c'est une floraison qui va durer assez longtemps, qui peut durer 1 mois à 2 mois, donc on en profite sur une longue période. Après la floraison, on a des baies noires qui vont apparaître, des petites baies noires qui vont apparaître, et qui parfois persistent sur l'arbuste jusqu'à la saison suivante, ce qui fait que vous avez à la fois des baies et des fleurs. C'est un arbuste de croissance lente, donc il ne faut pas être pressé pour lui non plus, qui va avoir tendance pour certaines variétés à drageonner, en particulier pour la variété Hookeriana, donc c'est-à-dire à s'étendre par drageon. Mais bon, avant d'être envahi, vous pouvez attendre un petit peu. Le Sarcococa, il aime les sols neutres à acides, frais mais bien drainés. Et alors, c'est un truc qui est super, c'est qu'il accepte de pousser au milieu des racines des arbres. Donc si vous avez un coin dans le jardin un peu déshérité, où vous ne savez pas trop quoi planter, n'hésitez pas, alors si vous avez un sol neutre à acide, n'hésitez pas à planter un Sarcococa. Concernant l'exposition, vous l'aurez donc compris, il peut pousser soit à la mi-ombre, soit à l'ombre. Et il est rustique jusqu'à environ moins 10, moins 15 degrés. Dernier point, lui non plus, vous n'avez pas franchement besoin de le tailler. Alors moi je suis déjà intervenu dessus parce qu'il y a des branches qui étaient un peu dénudées, donc pour le redensifier un petit peu, donc vous pouvez le tailler ou ne pas le tailler, c'est vous qui voyez en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Alors je vais essayer de finir avant qu'il pleuve parce que j'ai commencé, il faisait soleil et là il commence à faire franchement gris. D'ailleurs j'ai vu que la luminosité avait baissé, il faudra que je retravaille ça, j'espère que ça passera bien en vidéo, donc vous étonnez pas s'il y a des petits changements de lumière sur les différentes séquences. La dernière chose dont je voulais vous parler pour les parfums, c'est quelques petites astuces pour en profiter le plus possible. Premier conseil que je peux vous donner, c'est de placer vos arbustes parfumés à proximité de la maison ou des lieux de passage, comme ça vous en profitez à chaque fois que vous rentrez ou que vous sortez de chez vous. Plantez également différents arbustes qui vont fleurir et être parfumés à différentes saisons pour ne pas avoir tout d'un seul coup. C'est pour ça que là je vous ai présenté des arbustes qui sont intéressants aussi bien au printemps, à l'été, automne et hiver, comme ça vous avez le choix et vous pouvez avoir des parfums toute l'année. Évitez de planter 2 arbustes qui fleurissent exactement en même temps, surtout si vous avez des parfums un peu différents, évitez de les placer trop près l'un de l'autre, sans quoi l'un risque d'annuler un peu l'effet de l'autre, ou alors ça peut se mélanger et donner un résultat qui n'est pas top, donc préférez dans ce cas-là les espacer un petit peu. Placez également vos arbustes dans le sens des vents dominants, c'est-à-dire que si vous avez les vents qui viennent de l'ouest, comme c'est le cas ici, plantez votre arbuste plutôt vers l'ouest, de façon à ce que le vent vous ramène les parfums vers l'endroit, vers la terrasse par exemple, ou vers un coin du jardin particulier. Les parfums, c'est quelque chose de très évolutif, ça va évoluer en fonction du moment de la journée, certains vont sentir plus le matin, d'autres plus le soir. L'hygrométrie va également jouer un rôle important, et enfin, la température de l'air va également faire en sorte que vous allez plus ou moins sentir les parfums. Et enfin, dernière chose, bien sûr, chaque nez est différent, chaque personne est différente. On va être sensible à un parfum, le voisin ne va pas le sentir, et inversement, lui va trouver qu'un végétal est divinement parfumé, et vous allez dire bof. Donc éventuellement, si vous avez la possibilité, allez voir ces arbustes quand ils sont en fleurs en pépinière, faites-vous une idée vous-même et installez-les au jardin. Et moi, je vais aller m'abriter, voilà, c'est en train de claquer de partout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!